Formidable. Donc, il nous reste 4 heures ensemble. Et ça va être sympathique, vous allez voir, parce que nous arrêtons de nous déprimer. Nous allons arriver progressivement à des choses plus sympathiques. Alors, j'aime bien, parce que c'est très drôle, parce que quand on fait cours le matin, on voit l'amphi augmenter. Petit à petit. Vous voyez, il y a des nouvelles têtes qui apparaissent d'un coup. On se dit, oh, tiens, vous ici. Très bien. Bon courage pour attraper les cours, en tout cas. Alors justement, je voudrais que nous prenions ensemble le texte de Lévinas, Altérité et transcendance. Moi j'aime bien, en vrai, vous savez, la carrière philosophique, si on peut appeler ça la carrière philosophique, il fut un temps où, quand on écrivait en philosophie, c'était basique. C'est-à-dire que tu avais envie d'écrire sur l'âme, t'appelais ton livre de l'âme. Tu avais envie d'écrire sur la politique, t'écrivais la politique. Et puis, au bout d'un moment, les philosophes, ils se sont plus sentis péter, vous voyez. Et donc, vous avez Lévinas, lui, il écrit un livre qui s'appelle « Altérité et transcendance ». Tu ne sais pas de quoi il va parler. A priori, tu ne sais pas trop. De la transcendance autre, de l'autre comme transcendant, de moi comme transcendant à l'autre, de l'autre comme transcendant à moi. Je ne sais pas. Et pourtant, il écrit. La socialité, oui, déjà, on est mal barré. La socialité, le caractère social, l'animalité politique, si vous voulez. D'accord ? La socialité est pour moi le meilleur de l'humain. C'est le bien et non pas le pis-aller d'une fusion impossible. Dans l'altérité du visage, le pour l'autre commande le moi. Il s'agit enfin de fonder la justice qui offusque le visage sur l'obligation à l'égard du visage, extériorité extraordinaire du visage. C'est pas simple. On sent que son style n'est pas forcément très évident, mais vous en faites pas, on va y arriver. La sociabilité, c'est autre chose. Et cette altérité du visage, du pour l'autre qui m'interpelle, voix qui monte en moi avant toute expression verbale, dans la mortalité du moi, du fond de ma faiblesse. Cette voix est un ordre, j'ai l'ordre de répondre de la vie de l'autre homme. Je n'ai pas le droit de le laisser seul face à la mort. Le visage, il fait toute une réflexion sur le visage en fait, le visage de l'autre. Le visage est seigneurie et le sans défense même. Que dit le visage quand je l'aborde ? Ce visage exposé à mon regard est désarmé. Quelle que soit la contenance qu'il se donne, que ce visage appartienne à un personnage important, étiqueté ou en apparence plus simple, ce visage est le même exposé dans sa nudité. Sous la contenance qu'il se donne, perce toute sa faiblesse et en même temps surgit sa mortalité. À tel point que je peux vouloir le liquider complètement, pourquoi pas ? Cependant, c'est là que réside toute l'ambiguïté du visage et de la relation à l'autre. Ce visage de l'autre, sans recours, sans sécurité, exposé à mon regard dans sa faiblesse et sa mortalité, est aussi celui qui m'ordonne « tu ne tueras point ». Il y a dans le visage la suprême autorité qui commande, et je dis toujours, c'est la parole de Dieu. Lévinas est juif, juste que vous ayez en tête. Le visage est le lieu de la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu en autrui, parole non thématisée. Le visage est cette possibilité du meurtre, cette impuissance de l'être et cette autorité qui me commande, tu ne tueras point. Ce qui distingue donc le visage dans son statut de tout objet connu tient à son caractère contradictoire. Il est toute faiblesse et toute autorité. Vous voyez, d'un côté, nous avons vu Thomas d'Aquin avec la naturalité politique. Ici, nous voyons un phénoménologue, Lévinas, qui veut vous faire percevoir quelque chose à travers une réflexion sur le visage de l'autre. Et donc sur votre propre visage.
En fait, il a une réflexion qui vient des camps de concentration. Et il se demande pourquoi les bourreaux ont tendance à mettre une cagoule sur leur propre visage et sur le visage de leur victime. Quand on roue de coups quelqu'un, pourquoi on lui cache le visage? Pourquoi on a cette tendance à vouloir défigurer quelqu'un? À faire en sorte qu'il n'ait plus figure humaine. Et cette réflexion qu'il va avoir sur le visage, c'est qu'il a bien saisi que de tout notre être, ce visage est ce qui dit le plus notre humanité. Notre corps dit notre corporéité. Regardez le paradoxe, par exemple, de notre culture avec la pornographie. Le visage n'est pas si important que ça. Et d'ailleurs, si on s'arrête au visage, il y a quelque chose qui va nous rebuter. Pourquoi ? Parce que dans la saisie du visage, on a beau le maquiller, on a beau le cacher, derrière une barbe, derrière tout ce que vous voulez, on a beau essayer de le mettre en valeur, on a beau... Eh bien, malheureusement, le visage nous dit. Nous dit dans les expressions faciales, simplement. Nous dit aussi dans nos rides. Vous voyez, vous allez avoir des rides, je suis désolé, hein, même ceux qui vont se mettre 15 000 crèmes de machin, qui vont bouffer du bio, qui vont comme ça, vous allez en avoir. Et les rides, c'est d'abord, les premières rides qui apparaissent, c'est les rides d'utilisation du visage. C'est d'abord ce que vous allez utiliser. Vous savez, il y a des personnes qui ont d'abord les rides ici. Et là, ça, c'est le clown. Tout le temps content. Il y a des personnes qui ont des rides là, d'abord. Alors ça dépend. Si c'est des rides qui sont à cet endroit-là, c'est les rides du souci. Si c'est les rides qui sont en haut, c'est les rides de l'étonnement. Et vous pouvez prendre plein de choses, mais votre visage va vous marquer. J'avais vu, vous voyez, des comparaisons, c'est terrible. Des soldats photographiés avant la Première Guerre mondiale. Et on reprend des photos des mêmes personnes juste après la guerre. C'est abominable. Ils ont un regard... alors, il y a vraiment des auteurs qui ont beaucoup raconté cela. De manière, en littérature, c'est très intéressant. Des gueules cassées, etc., ça c'est évident. Mais il y a des personnes, après les guerres, après des événements terroristes, après ce genre de choses, qui vont avoir un regard complètement hébété. Un visage inexpressif. Le visage, il nous est notre première relation, en fait, indépendamment de ce que nous sommes. Il est le pour l'autre. Vous voyez, ça a été intéressant. Hier, j'ai rasé ma barbe, taillé ma barbe. Je suis arrivé devant mon fils. Et en fait, mon fils ne me regarde pas tout le temps, mais il y a un moment où il bug. Et c'est très drôle. Vous voyez, j'étais en train de lui donner à manger, comme ça. Il me regarde, et ça faisait quand même 2 heures qu'on était ensemble. Il me regarde, et c'est pas la même personne. Puis je parle, donc il entend que c'est la même voix. Donc je le vois faire un demi-sourire, genre je te reconnais, mais je te reconnais pas. C'était... Qu'est-ce qui est en train de se passer, vous voyez ? Et oui, parce que notre visage qui va changer dit notre identité. Et pourtant, comme dit Lévinas, ce visage est sans défense. Et pourtant, ce visage, et c'est ce que va dire Lévinas, ce visage, il va me crier « Tu ne tueras point ». Pourquoi Lévinas dit ça, d'après vous ? Pourquoi, lorsque je vois le visage de quelqu'un, il me dit « Tu ne tueras point ». Votre camarade s'en fiche de la réponse. Donnez-la moi.
son visage. Oui, super. Allez un peu plus loin. Et donc On voit notre mental. Ouais, super, c'est ça. En gros, c'est toute la thèse de Lévinas, c'est-à-dire que l'autre est un autre soi-même. Dans son visage, si je vois dans son visage, si je vois une larme qui coule d'un de ses yeux, eh bien, cet œil qui pleure pourrait être le mien. Si je vois de la souffrance dans ce visage, eh bien, ce visage pourrait être le mien. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous arrêter auprès d'un SDF et de discuter avec lui. Et de ressortir de là, parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de ressortir de là en me disant mais je pourrais être à sa place là. Hein. Surtout s'il vous raconte sa vie, vous vous rendez compte que c'est une dégringolade en fait qui allait très vite et que en fait il s'est retrouvé à la rue mais quasiment du jour au lendemain, enfin en quelques semaines quoi. Et donc ça pourrait être moi. Le bourreau qui est en train de tabasser quelqu'un, il y a un moment, faut qu'il soit un peu con. Mais il faut qu'il soit un peu attardé, un peu débile. Parce que s'il commence à réfléchir, il pourrait se dire, en fait, ça pourrait être moi. Ou alors, il faut qu'il soit complètement déshumanisé. Vous voyez, comme les médecins pendant la Seconde Guerre mondiale, qui dans les camps de concentration, se permettaient de faire des choses, sans se dire à un moment, ça pourrait être mon enfant, en fait. Et en fait, c'est ce qui va apparaître dans toutes les guerres qu'il peut y avoir. J'entends, là, j'ai publié, alors j'ai osé faire ça. J'ai fait une pétition pour la première fois de ma vie. J'ai dit, voilà, moi je veux pas qu'on aille faire la guerre en Russie. Donc j'ai dit, voilà, non à la guerre, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ? Voilà, il y a eu pas mal de gens qui sont venus, et j'ai publié le fait, voilà, à un moment, il y avait 11 000 personnes, donc j'avais publié sur LinkedIn, j'avais dit, voilà, 11 000 personnes qui sont d'accord pour ne pas faire la guerre. Et là, tu as des gars qui se sont dit, allez, c'est le moment, pour montrer qu'on a des couilles. Et donc ils m'ont dit, c'est à cause de gens comme vous que finalement l'Europe ça va s'effondrer, enfin bon bref, ce genre de choses. Et puis ensuite, après, de dire, évidemment vous serez dans les jupes de votre mère quand nous on ira sur le front. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou, ce sont des gens qui n'ont aucun problème avec la guerre. Et qui sont heureux de la faire. Moi, si il faut se battre un moment, je me battrai. Oui. Je me battrai. Mais je ne serai pas heureux de le faire. Il faut arrêter, c'est pas vrai. Vous imaginez dans le viseur, imaginez-vous. Alors, attention, on n'est pas à Call of. Hein. On n'est pas sur Call of, on n'est pas sur Counter, on n'est pas... Voilà. Là, dans le fusil, là, vous avez un homme ou une femme, là, qui lève la tête. Et au moment où vous tirez, vous vous dites, il a des enfants, il a une femme, il a une famille, et il s'est retrouvé là, il n'a pas du tout envie d'être là, en fait. Hein. Il est juste obligé d'y être par son pays, là. Et moi, je vais lui envoyer du plomb dans la gueule. Vous voyez, au moment où vous vous dites ça, au moment où vous dites, mais en fait, ça pourrait être moi. Et en fait, là, qu'est-ce que des gens vont venir, des hauts gradés, tu sais, ils vont venir voir sa femme, ou je ne sais pas, son conjoint, et puis ses enfants, avec un drapeau, en lui disant, alors, il a donné sa vie pour la patrie, et il est mort, et vous aurez un petit peu d'argent. Non mais qu'on arrête. Le visage de l'autre me hurle, tu ne tueras point. Il me hurle, tu ne tueras point. Alors ça me fait rire, parce que le peuple hébreu a été celui qui a reçu les 10 commandements. Un des premiers, tu ne tueras point. C'est un peuple qui passe son temps à buter d'autres personnes dans toute la Bible. Hein. Il bute, il massacre, il machin, tu ne tueras point, etc. Pourtant, il a reçu un commandement. Et c'est même pas une loi décidée entre eux. C'est Dieu qui a écrit sur la pierre. Qui a écrit, tu ne tueras point. Il n'a pas dit, tu ne tueras point, sauf pour avoir ta petite terre d'Israël. Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi ? On dit souvent en philosophie
que il y en a deux, hein, il y a l'épopée de Gilgamesh, merci, et puis les 10 commandements qui sont l'expression d'un droit naturel. D'un droit naturel. Vous pouvez me rappeler ce que c'est que la nature, s'il vous plaît? C'est le principe du mouvement et de l'effet. Super. Quand vous entendez droit naturel, ça veut dire ce que votre nature, ce à quoi votre nature tend naturellement. Ce qui honore notre nature. Le tu ne tueras point, il honore notre nature davantage que tu tueras. Vous voyez, si vous devez choisir 2 codes de conduite, je bute ou je bute pas, celui qui honore davantage ta nature, c'est je bute pas. Pourquoi? Parce que si tu acceptes de buter, tu acceptes qu'on te bute. Et ta nature n'est pas contradictoire, elle ne va pas tendre à l'annihilation de quelque chose. Oui. Juste pour revenir sur le visage, Ouais. Plus que le visage, est-ce que c'est pas surtout les yeux? Sur le reste du visage, je sais pas si ça a une... Oui, il y en a qui ont continué les Vinas en parlant du regard, hein, plus que les yeux d'ailleurs, que le regard, les fenêtres de l'âme, etc. Non, le visage, vraiment, le visage a quelque chose de profondément... nous, on n'a pas une face de bête. Vous voyez, je suis allé à un zoo, là, le zoo de là, à côté de Royan, là, le zoo de la Palmyre, oui c'est ça, le zoo de la Palmyre. Et alors moi je suis fasciné par des animaux, fasciné et étrangement dérangé, mais j'aime beaucoup, les singes. Ça me fascine, et surtout quand il y en a qui sont adossés à la vitre, parce que leur vie est abominable, hein. Il faut se rendre compte, hein, c'est un zoo, la vie est abominable. Ils sont adossés à la vitre comme ça, et ils te regardent. Tu es une télé pour eux, tu vois. Et toi, t'arrives, tu fais comme ça, voilà. Non. Mais c'est fascinant, parce que tu te rends compte d'une chose, c'est que pour le coup, leur regard est très troublant. Le regard d'un singe est très troublant. Sa face l'est beaucoup moins. Vous voyez, nos traits à nous sont moins bestiaux, dans le sens où ils sont beaucoup plus fins. Vous voyez, vous avez une grande différence entre quelqu'un qui fait ça et quelqu'un qui fait ça. Mais c'est infime, vous voyez. Oui. Mais alors ça, je suis à peine d'accord parce que... À peine. Oui, c'est la finesse par excellence. Je suis à peine d'accord. C'est-à-dire que ça partait bien et puis... Oui, dis-moi. En fait, à mon avis, c'est justement parce que nous sommes humains qu'on peut percevoir ces changements. Bien sûr. Et que les animaux entre eux peuvent percevoir certains changements. Ça change rien. Donc c'est... Non, mais que les animaux se perçoivent comme animaux, il n'y a pas de problème. Oui, je veux dire... Mais que nous percevons les humains comme d'autres êtres humains par la finesse de nos interactions, c'est le cas. Et c'est des interactions par le visage, vous voyez. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous, hein, les animaux ont aussi des micros... Vous voyez, par exemple, un chien, je vous donne juste ce truc, un chien qui se secoue, ça veut dire qu'il veut arrêter l'action qu'il est en train de faire. Vous voyez, après un jeu, par exemple, le chien s'ébroue. C'est-à-dire, on arrête de jouer. Après une bataille, il s'ébroue, pareil. Ça, quand on ne le connaît pas, on se dit, tiens, il veut se secouer les poils. Non, pas du tout. Il veut juste s'arrêter. Donc la question, voilà, pour revenir à la question de le tu ne tueras point, ce droit naturel, ce visage qui nous l'impose, ça dit bien quelque chose, c'est que notre nature s'attend à quoi dans la relation ? Naturellement, nous nous attendons à ce que la relation soit vertueuse. C'est-à-dire qu'elle soit respectueuse de ce que nous sommes. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, là on arrive un peu à la contradiction ultime, quoi. L'être humain, il veut quoi ?
il veut une relation, un amour qui soit bon, qui soit vertueux et qui le rende heureux. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne des frissons, cette phrase-là, parce que tant qu'on le... Calmez-vous, tout va bien. Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on peut être un petit peu... ou plutôt, à partir du moment où on comprend ça, on peut être un petit peu étonné de notre propension à nous mettre en couple et en relation avec des gens vicieux, mauvais et qui ne nous rendent pas heureux. Vous voyez, c'est hyper étonnant. C'est-à-dire que l'être humain désire naturellement quoi ? Quelqu'un qui, quand il va voir son visage, va entendre « tu ne tueras point », donc ça veut dire « tu ne lui fais pas de mal, tu n'abuses pas de la personne, parce que c'est un autre toi-même, donc finalement tu ne vas pas commencer à l'anéantir, à l'annihiler, à le réduire, à l'appauvrir, tu ne vas pas faire ce genre de choses. » Et pourtant, on ne cesse de se mettre avec des gens qui n'arrêtent pas de nous avilir. Ou même parfois, on s'avilit soi-même dans des relations. Et c'est très paradoxal. On a cette tendance à vouloir le meilleur et on choisit le moins bon. On veut boire de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller boire de la boue. C'est hyper paradoxal. Et alors justement, on arrive à notre grand B, sur l'exigence de l'amour. L'exigence de l'amour, et j'ai appelé la première partie, l'amour est parfait ou il n'est pas. Versus la désillusion de l'amour. Ça, vous voyez, c'est très souvent ce que l'on a en tête lorsque l'on se met en relation avec quelqu'un, lorsqu'on se met dans de l'amitié. Il faut que l'autre soit parfait. Il faut que notre relation soit parfaite. Et je vous invite à prendre la partie de l'entretien entre Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner. Sur l'un des deux, il y en a un qui est philosophe. Ça s'appelle « Le nouveau désordre amoureux ». Et voilà ce qu'il déclare. « Tu es tout pour moi. Dis-je à l'objet aimé pour lui signifier que les autres ne sont rien, que je les laisse pour compte. Mais le compliment doit s'entendre aussi comme un commandement. Il y a dans cet hommage total une pression totalitaire. Sois tout pour moi. Sur la diversité à laquelle je renonce, les aventures que je sacrifie, les êtres que je ne connaîtrai pas, soit mes fantasmes et mes rêves inassouvis, bref, soit tout. Me donnant tout entier à l'autre, j'exige de lui qu'il satisfasse l'ensemble des fantaisies et des pulsions dont le monde me sollicite. Mission est confiée au partenaire élu de couvrir la gamme des créatures exclues. Dans nos relations, le problème, pourquoi ça ne fonctionne pas nos relations, pourquoi ça devient un enfer, plutôt que de se dire le problème vient des autres, peut-être que le problème vient de moi. Peut-être que dans la relation, j'exige trop de l'autre. Et quand je dis j'exige trop de l'autre, peut-être que j'exerce une pression totalitaire sur l'autre. Et c'est intéressant parce que ça se base sur « tu es tout pour moi » ou ça se base sur d'autres choses. Attention, alors là je vais taper sur un registre qui n'est pas très agréable pour la population ici. Ce genre de phrase « je me donne à toi », le don tout entier de soi-même. Taisons-nous. Taisons-nous en fait. Ou plutôt soyons honnêtes dans les mots que l'on emploie.
Est-ce que je me donne réellement à l'autre? Est-ce que je deviens la chose de l'autre? Est-ce que je deviens une possession de l'autre? Non. Déjà, est-ce que je m'appartiens déjà moi-même pour pouvoir me donner? Non. S'il y avait un Dieu, il pourrait nous donner à d'autres personnes. Et encore, il faudrait que ce Dieu n'aime pas notre liberté, n'aime pas l'être humain en fait. Mais vous voyez, ce genre de phrase met une espèce de pression sur un désir totalitaire en l'autre et entraîne une exigence dans la relation et dans l'amour qui n'a pas lieu d'être. Je vous donne un exemple. En Grèce antique, pourquoi est-ce qu'on se marie? Ouais. Pour légitimer les enfants? Pour avoir des enfants, ouais, c'est ça. Pour avoir des enfants, simplement. Donc, vous choisissez votre partenaire de telle sorte que cette personne soit la plus à même de vous permettre d'élever des enfants. À côté de ça, vous avez votre métier. À côté de ça, vous avez vos amis. À côté de ça, vous avez vos loisirs. À côté de ça, vous avez plein de trucs. Avec le romantisme est arrivée la question du mariage d'amour. Mais attention, le mariage d'amour, il a toujours eu lieu, ne vous en faites pas. Les gens, il faut qu'ils s'aiment un petit peu avant de vouloir faire des enfants. C'est-à-dire que... ou alors, si vous voulez, on peut faire une grande loterie. Là, à la fin de ce cours, on met tous vos prénoms là dans le... alors prénom mixte, pardon, désolé, parce que là on va devoir, voilà, pour faire des enfants c'est plus simple quand même. Et résultat, on pioche, voilà, on pioche. Non, évidemment que ça ne fonctionnait pas comme ça. Il faut qu'il y ait un sentiment amoureux derrière, forcément. Mais avec le mariage d'amour est arrivée une espèce d'exigence complètement absurde du fait que l'autre doit convenir à tout ce que je suis. Ou même plus fort que ça, l'autre doit me rendre heureux. Et vous remarquerez que Thomas d'Aquin, lorsqu'il parle de l'amitié politique, ne dit jamais ça. À aucun moment, les grands penseurs de l'amitié, Aristote, Thomas d'Aquin, etc., ne vont parler du fait que l'autre doit me rendre heureux. Ils disent, l'homme heureux a besoin d'amis. Pourquoi? Pour diffuser le bien qu'il a. Parce que dans sa nature, il y a la volonté de partager son bonheur. Et nous, on a renversé le truc en disant « l'autre doit me rendre heureux ». C'est l'autre qui doit pallier à tous mes problèmes. Je ne me sens pas aimé, il faut que l'autre me fasse me sentir aimé. Alors en plus, il y a 5 langages de l'amour. Et sur ces 5 langages de l'amour, il faut qu'on arrive à décoder. Toi, c'est plutôt les câlins, toi, c'est plutôt les cadeaux. Alors on va essayer... Ta gueule! Quand t'aimes, t'es inventif. Alors ce que c'est que l'amour après? Mais justement, il faut bien comprendre, l'autre n'est pas là pour me donner de l'amour. Non, ce n'est pas le cas. Et je ne dois pas attendre de l'autre qu'il soit mon bonheur. Et vous voyez, tout à l'heure, on a dit il faut être heureux tout seul. Mais il faut bien se rendre compte. L'autre est nécessaire. Comme on dit, on a besoin d'amis pour être heureux, évidemment. On en a besoin pour diffuser le bien que l'on va avoir, etc. Mais le bonheur est une activité, vous vous rappelez, le premier semestre qu'on avait vu ensemble, le bonheur c'est pas un état, c'est une activité, et donc le bonheur est une activité qui va se faire éminemment seul. Et tu vas voir que c'est ça qui est drôle, c'est que si vous êtes plusieurs à faire une activité heureuse seule, vous allez être encore plus heureux. Vous faites une partie de jeu en réseau avec des potes. C'est vous qui êtes en train de faire la partie. C'est vous qui êtes en train de jouer.
Et pourtant, le fait d'être à plusieurs va entraîner encore plus de joie. Alors justement, on va voir, hein, il va y avoir des activités de type proprement relationnel. Donc là, il vaut mieux pas être tout seul. La relation sexuelle, par exemple, si la relation sexuelle, c'est une activité de mutuelle masturbation, bon, il y a mieux. Il y a plus épanouissant. C'est possible, hein, ça arrive souvent d'ailleurs. Mais il y a plus épanouissant. Mais il faut bien que vous compreniez cette chose, c'est que cette pression totalitaire, il va falloir, et de toute manière le réel va vous le montrer, l'autre ne suffira pas. Il va suffire 3 ans. Vous savez que ce fameux adage, l'amour dure 3 ans. Pourquoi l'amour dure 3 ans? Mais c'est qu'au bout de 3 ans, même souvent c'est avant hein, quand même, hein, parce que 3 ans c'est qu'il faut vraiment avoir pris son temps. Hein. Mais au bout de 3 ans, on se rend compte rapidement que l'autre ne suffit pas. L'autre ne suffit pas. Et en plus, s'il se rajoute à cela des enfants, et donc se restreint, alors vous savez, vous voulez lutter contre l'égoïsme, ayez des enfants. Les enfants, c'est vraiment l'expérience la plus pleine et entière de la détermination à l'autre. Je me détermine à l'autre sans y trouver réellement mon compte. Perdre 1 heure à donner à manger à son enfant, c'est perdre 1 heure à donner à manger à son enfant. Sachant que cette nourriture, il va l'évacuer dans 4 heures. Et vous allez devoir refaire le même délire. Pendant cette heure-là, vous auriez pu faire plein d'autres choses. Mais vous ne le ferez pas. Ah, vous pouvez tout à fait voir le fait d'être père et d'être mère de ce point de vue-là. Hein. Et aujourd'hui, comme on est dans une société bien individualiste, faites attention, la consuétudo va vous affecter et vous montrer le fait que avoir des enfants, c'est chiant. Et ça va être le premier avis que l'on va avoir. Il vaut mieux que je vive ma vie avant. J'aime bien le genre de gens qui me disent ça. Moi, je veux faire mes expériences avant. Hein. Avant de me mettre en couple, avant d'avoir des enfants, moi je veux vivre. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas te mettre en couple et que tu vas avoir des enfants, c'est la mort. Tu arrêtes de vivre. Tu es en prison. Ça, c'est la consuétudo. Ça, c'est ce qu'on t'impose, tu vois. C'est la disposition de la culture qui est en toi. Et tu as l'impression de ne pas avoir le choix de penser ce genre de choses. Je peux t'assurer que tu peux penser différemment. Mais vous voyez, ça a été très compliqué. Je vous le dis, je vous témoigne de ça. Les premiers mois avec mon fils, je me suis dit, j'étais pas prêt à ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, ma femme doit travailler, donc c'est moi qui m'occupe un peu plus de mon fils. Je me dis, mais c'est pas possible. Ma vie, elle est où ma vie? Elle est que pendant les siestes? Ça va pas, hein? Et pendant 4 mois, 4-5 mois, j'étais comme ça. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mais ma vie, c'est de la merde. Ça commence à partir de 19h30, ma vie, quoi. Et je suis comme as, je ne peux plus, je peux plus vivre, en fait. Jusqu'au jour où j'ai compris l'erreur, la stupidité. Vous voyez, mais c'est bien quand on est philosophe de se rendre compte qu'on est con, bon sang, c'est pas possible. Non, c'était ma vie, c'est ma vie. Et sauf que ma vie n'est plus dans une espèce de monade qui se regarde elle-même et qui travaille pour ses propres aspects. Je travaille pour autre chose. Et cet enfant, mais c'est absolument incroyable. À partir du moment où vous changez complètement de paradigme, hein, parce que c'est vraiment un paradigme, là, à ce moment-là, vous vous mettez à voir l'autre qu'est cet enfant, mais comme ayant une vie propre, et vous en êtes, je veux dire, vous êtes l'éducateur, quoi. Vous allez lui donner tous les outils pour pouvoir être heureux. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est tellement plus grand, ça dépasse tout, quoi. Et l'heure que vous perdez à lui donner à manger,
en fait, c'est une heure, mais où tout se travaille. Et en plus, je vous le cache pas, c'est une petite boule d'amour, quoi. Non, mais c'est incroyable. Un enfant, alors, ça dure pas. Pour ça, il faut en profiter un petit peu tant que ça dure. Mais un enfant, vous êtes tout pour lui. Hein. Pour le coup, là, vous êtes tout pour lui. Faut voir le matin. Le matin, un enfant... Moi, je me suis dit... C'est une énorme parenthèse, il faut que j'arrête, mais... je peux pas m'empêcher de parler de mon fils, excusez-moi. Mais le matin, moi, je sais comment je suis au réveil. Je me vois au réveil. Ou plutôt, je me vois pas bien, mais... Je sais comme je suis au réveil. C'est-à-dire que le réveil sonne, faut pas me parler pendant 4-5 heures. Et puis après, ça devrait aller, vous voyez. Mon fils, j'ai beau le réveiller, j'ai beau aller dans sa chambre, etc. Dès qu'il se réveille et qu'il me voit, c'est un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Et la vie est superbe. La vie est incroyable. Et en fait, à ce moment-là, il y a une espèce de confrontation, vous voyez, d'état contradictoire. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça, et lui, il est comme ça. Et c'est lui qui gagne. Vous voyez, c'est lui qui gagne. Donc si ça vous donne envie d'avoir des enfants, tant mieux. Mais sachez une chose, bon déjà, premièrement, oui, voilà. Hein. Ayez pas des enfants pour avoir des enfants, c'est autre chose. Bref, c'est un autre sujet. Mais il faut bien comprendre que l'exigence de l'amour, justement, on en était là, et le fait de comprendre que notre vie ne gravite pas autour de nous-mêmes, c'est difficile d'entendre ça. Le monde ne gravite pas autour de nous. J'ai jamais compris, vous voyez, les personnes qui se lèvent le matin et qui disent « Oh, il pleut !» Eh ben oui, il pleut. Le monde, la planète ne gravite pas autour de ton petit désir, de ta petite joie, non. Vous voyez, « Oh, mais il m'arrive que des merdes en ce moment !» Bah oui. Bah oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais rien. Tu crois que le gosse à Gaza, qui vient de perdre ses parents, ses jambes et puis la moitié de son crâne, il méritait? Il mérite pas. C'est comme ça. Et donc tu ne peux pas exiger de l'autre, le fait qu'il vienne graviter autour de toi. Donc quand tu lui dis « tu es tout pour moi, je me donne à toi », etc., ce genre de choses, non, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas vrai. Et même, une des expériences fondamentales quand tu te mets en couple, s'il te plaît, la prochaine fois que tu es en couple, tu fais cela, d'accord? Tous les matins, tu te réveilles à côté de la personne et tu te dis « cette personne va mourir ». Mais vous ne comprenez pas en fait que si vous ne le faites pas, mais je veux dire, vous allez passer à côté de votre vie. Parce que ça entraîne deux effets, le fait de se dire cette personne va mourir ou je vais mourir. C'est-à-dire que l'un ou l'autre va partir avant l'autre, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, il va falloir, ça se trouve ce sera 2 secondes, parce que si c'est un accident de voiture, ça sera 2 secondes avant, 2 secondes après, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça se trouve, ça va être plusieurs années. Si je dis à l'autre tu vas mourir, ça veut dire que tout ce que je vais vivre avec l'autre va être unique. Va valoir le coup. Et en même temps, que ça va avoir un terme. Vous voyez, il y a des gens qui me disent, voilà, on se met en couple, on espère que ça va tenir le plus longtemps possible. Je leur dis, eh oui, un cancer. Le plus longtemps possible. Ah ouais, si vous voulez avoir des potes philosophes, je peux vous assurer que c'est pas marrant tous les jours. Hein. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de niaiser, on n'a pas le temps de ne pas dire la vérité aux gens. Hein. Avec vos amis, moi j'ai des proches là qui sont un peu plus âgés que moi, qui perdent leurs amis les uns après les autres.
Et j'ai mes grands-parents, 94 ans, qui me disent tous nos amis sont morts. Tous nos amis sont morts. D'accord ? Donc c'est ça qui est la vie. Tu ne peux pas demander à l'autre de tout te donner. Tu ne peux pas faire en sorte que ce soit l'autre qui garantisse ton bonheur. Non, c'est pas possible. Sinon, le jour où il meurt, terminé. Ta vie est terminée aussi. Et il y a tellement de gens comme ça. L'Église catholique, j'ai une grande discussion comme ça, parce qu'il y a des gens qui veulent faire dire aux autres, si la personne est veuve, s'il est veuf ou elle est veuve, il ne faut pas qu'elle se remarie. Par fidélité à l'amour qui a été vécu. L'Église catholique précise bien, pendant l'échange des consentements devant Dieu, jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'Église catholique, c'est une institution qui a 2000 ans, donc on peut se dire, allez, elle en a vu passer des trucs, et c'est vrai qu'elle est un peu rétrograde sur certains trucs, mais sur certains trucs, elle est quand même signe d'une certaine sagesse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, évidemment, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que l'autre qui va rester là, puisque l'Église catholique pense qu'il y a un après, etc., l'autre qui va rester là, il faut qu'il continue à vivre. Et donc il faut se préparer dès le début, les amis. Moi, quand je vois mon fils, régulièrement, je me dis, tu vas mourir. Mais oui. Mais en fait, vous ne comprenez pas ce genre de choses. Je comprends. Je comprends qu'en fait, mais dans un premier temps, ça nous fait pleurer, ça nous fait machin, on se dit « Ah, mais c'est horrible de se dire ce genre de choses !» Oui, non, mais c'est une réalité. Et tu peux parler à plein de parents qui ont perdu leurs enfants. C'est une réalité, hein. C'est pas parce qu'un enfant est un enfant qu'il ne va pas mourir. Et parfois, il va mourir et ça va être très compliqué. Et de toute manière, ça va être compliqué. C'est pas parce que tu t'es dit et tu t'es préparé. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Oui, mais ça, c'est pour se préparer à la souffrance. » Pas du tout. Quand je vois ma femme et que je me dis « Elle va peut-être mourir », ça va pas me faire éprouver moins de douleur quand ça arrivera. C'est pas vrai, hein. Mais c'est une réalité. Et donc je ne peux pas me dire « Mon bonheur dépend d'elle ». Ça n'est pas possible. Et regardez, avec les enfants, c'est pareil. Mon bonheur ne peut pas dépendre de mes enfants. Ça n'est pas possible, ça n'est pas juste. Et je ne suis pas le bonheur de mes enfants. Ça n'est pas juste, ça s'appelle de la perversion. Oui. Mais on ne se pose pas la question de savoir si notre bonheur vient de la personne. C'est quand on réalise que potentiellement elle peut mourir, c'est pas forcément tous les jours qu'on se dit telle personne va mourir, telle personne va mourir. Donc dans ce cas-là, c'est pas tous les jours qu'on réalise que notre bonheur ne vient pas de cette personne-là. Généralement, on vit avec et on profite le plus avec cette personne. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est pour ça que la philosophie, c'est différent de ce que les gens vivent spontanément. C'est-à-dire que la philosophie, c'est faire volontairement des choses que l'on ne voudrait pas faire. Vous voyez, quand on commence à se dire, ça commence d'abord par ça, hein, c'était le premier semestre, hein, je vais mourir. Tu commences par te dire, j'ai une fin, ça va être fini dans ma vie, mais t'arrêtes de faire des trucs débiles. Moi, en vrai, il y a des trucs, je me suis libéré de tellement de choses qui pesaient sur moi, à partir du moment où je me suis dit que je vais crever. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que y a des gens qui me disent, qui pètent des câbles, qui se tapent tout un délire. Alors en plus, c'est très, très à la mode, hein, de se taper tout un délire, à refaire le monde, vous savez, à parler géopolitique et ce genre de choses, voilà, mais le monde... Et dans le fond, je me dis, mais je vais crever. Je vais crever, moi, parler de la géopolitique avec Vladimir Poutine, parler de Vladimir Poutine avec des experts de géopolitique, alors que dans le fond, je suis philosophe et que mon but, c'est d'éduquer des jeunes. Oui, ça suffit. Vous savez, par exemple aussi, d'aller très vite à la caisse. Ça c'est mon petit acte de résistance un peu drôle, vous voyez. Il y en a toujours un ou deux, vous savez, des petits actes de résistance où on se dit non,
là, je vais aller contre la pression sociale qui s'exerce sur moi. T'es au Lidl. Et je ne sais pas pourquoi la caissière a décidé de faire une course avec toi. Entre toi, caddie, sac, et elle, tapis roulant. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a un jeu. Et toi, tu dois être là. Mais moi, je laisse une montagne s'accumuler juste après le tapis. Et je fais mon petit truc. Et pendant ce temps-là, je discute avec la dame. Ou avec le monsieur. Alors à Lidl, ils ne sont pas très très aimables, je tiens à vous le dire, parce qu'ils sont payés une misère et compagnie. Mais petit à petit, on commence à échanger. Donc tu as la queue qui commence à augmenter, évidemment. Tu as tous les vénères qui sont là. Souvent, c'est des mamies. C'est des gens qui vont crever bientôt, qui n'ont plus rien à faire de leur vie, hein, qui globalement sont retraités et tout seuls, et voilà, et qui sont vénères parce qu'on prend du temps. Alors que vous êtes là en train de parler, vous êtes en train d'avoir un lien social. Une fois, il y avait une mamie qui avait un petit peu pesté, c'était pas à Lidl, qui avait vraiment pesté en disant écoutez, vraiment, on n'est pas là pour taper, alors pour taper Cosette, on n'est pas là pour discuter. Et en fait, moi, je lui avais juste répondu, je lui disais mais il y a des caisses automatiques là-bas si vous voulez, hein. Si vous voulez pas parler, allez-y, moi je parle avec un être humain. Et en fait, là, tous les gens de la queue avaient rigolé. Et s'était retourné vers la mamie en lui disant « Mais tu t'es fait bien avoir, hein, là. Hein. » Et en fait, vous voyez, ces petits actes de résistance, simplement pour se dire maintenant que je sais que je vais mourir, je mets de l'importance là où il y en a. Si je sais que l'autre va mourir, je mets de l'importance là où il y en a. Et justement, c'est le sens de ce que je dis quand je dis qu'il y a une désillusion de l'amour, c'est que l'amour n'est pas éternel, et donc finalement, quand je vais par la mort de l'autre, hein, et donc résultat, quand je vais être avec l'autre, je vais peut-être laisser de côté certains trucs. Oh, tu n'as pas utilisé telle éponge pour faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vas mourir. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes là-dedans, mais vous vous en fichez de plein de choses. De plein de choses. Vous commencez à vraiment prendre des choses qui sont les plus importantes. Par contre, le fait, vous voyez, simplement, vous dites, par contre, ça fait longtemps que tu m'as pas dit comment tu allais, toi. Comment ça va, toi? Comment ça va dans ta vie? Ça, c'est important. Oui. Mais c'est pour revenir sur le fait de ne pas dépendre du bonheur que l'autre peut nous apporter. Ouais. Et la ligne, elle est aussi, par exemple, dans une famille, entre le fait d'avoir du bonheur parce qu'on est en famille et il nous en apporte quand même, et ne pas en dépendre. Enfin, c'est quoi je suis tout à fait d'accord. En fait, faut bien distinguer, il faut bien avoir en tête le cours du premier semestre. Il faut bien distinguer entre la vie plaisante et la vie heureuse. Il est clair que notre famille, nos amis, etc., peuvent nous être utiles, peuvent nous être plaisants. Et il y a des moments où ils vont nous être vertueux. Et dans ces moments-là, en fait, c'est essentiel d'être avec eux. Vous voyez ? C'est essentiel pour nous d'être avec eux. Cependant, le but de la vertu, le but de l'éducation, le but de l'amitié, c'est qu'il y a un moment, vous ne soyez pas en situation de dépendance avec l'autre. Vous voyez, moi, le but de l'éducation avec mon fils, ou le but des cours que je vous donne, vous voyez, le but d'un prof, c'est que vous arriviez à la fin du semestre, à la conclusion à laquelle je suis arrivé, pour aller plus loin. Vous voyez, donc pendant le cours, vous pouvez vous dire que vous avez besoin de moi, donc pendant un temps, et vous pouvez avoir besoin de moi. Après le cours, le but, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. Et c'est la même chose dans la famille. Vous voyez, il y a un moment où il va y avoir une espèce de retournement dans la famille. Avec vos parents, c'est eux qui vont commencer à avoir besoin de vous. Et plus l'inverse. Vos frères et sœurs, c'est pareil. Au tout début, il y a une espèce de relation de fraternité fusionnelle, un petit peu. Parfois, on se déchire, parfois tout ça, etc. Et en fait, au bout d'un moment, il va y avoir des relations de type adulte à adulte. Et même, en plus, si vous fondez vos familles à côté, ça va être des rencontres de famille. Donc, c'est plus du tout les mêmes relations. Et les relations se mettent à évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour la personne à comprendre. C'est que plus le temps va passer, plus vos relations vont évoluer. Les relations que vous avez maintenant ne sont plus les mêmes que quand vous aviez 16 ans.
Quand vous allez avoir 25 ans, ce ne sera plus les mêmes que maintenant. Quand vous allez avoir 30 ans, ce ne sera plus les mêmes qu'à 25, etc., etc. Il faut accepter le fait que vous-même, vous allez évoluer et donc les relations vont évoluer. Ouais. On est d'accord que c'est un combat permanent parce que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais du coup, on ne se dit pas tous les jours qu'on va mourir. Donc du coup, on revient un peu dans nos oui. habitudes de s'occuper de choses qui ne sont pas importantes ou qui sont un peu futiles. Oui, alors il faut savoir, la vie morale de manière générale, la vie éthique, c'est constant, mais c'est pas dur tout le temps. C'est pas difficile tout le temps. Mais par contre, c'est constant, ça c'est clair. Mais de la même manière, un arbre, il est constamment en train de lutter. Le vivant est constamment en train de lutter. Il a l'hiver qui lui passe dessus, il a du vent, il a du gros soleil, il a de la pluie, il a de machin. Mais plus ça va passer, plus ça va être simple. Vous voyez Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, et je terminerai par ça parce qu'après il faut une pause. Dans l'Éthique à Nicomaque, il dit attention, à chaque âge, sa morale. Pour un vieux, par exemple, c'est plus difficile de lutter contre le désespoir que pour un jeune. Parce que le vieux, il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps, qu'il ne peut plus trop changer, etc. Donc il va devoir lutter contre le désespoir de manière plus forte. Le jeune, il va falloir qu'il lutte contre l'imprudence. Plus qu'un vieux. Parce qu'il a moins vécu. Et à chaque âge, on aura à évoluer. Bon, on se retrouve cet après-midi à 13h30. Abonne-toi, FNP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FNP, on veut baby, si fricounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager